Bien, je pense que nous allons commencer. Bonjour, bonsoir. Merci de participer à cette recherche sur l'impact du COVID-19 sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, qui se concentrera particulièrement sur les perspectives et les solutions des jeunes concernant l'égalité des genres dans le monde. Je m'appelle Egle Januzanit. Je suis jeune leader, docteur et interne en dermatologie. Avant de commencer, j'aimerais commencer par présenter quelques règles de bienséance. L'interprétation simultanée est disponible en anglais, en français, en espagnol et en langue des signes internationales. Ces services vous sont proposés par Nata Kalam. Pour avoir accès à ce service d'interprétation, cliquez sur le globe situé au bas de votre écran. Et je tiens à rappeler que nous avons également avec nous des interprètes en langue des signes internationale. N'hésitez pas à nous poser des questions. Vous pouvez vous servir de la fonction de questions-réponses de Zoom. Nous voulons que chacun d'entre vous profite à fond de cette réunion. Soyez donc respectueux les uns envers les autres. Je tiens à rappeler que si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, contactez la responsable de l'équipe jeunesse de Women Deliver. Son contact sera partagé dans le chat. Vous pouvez également contacter Darcy Allen de Gracia. Ses coordonnées se trouvent dans le chat. Julia Fan. Nous aimerions également remercier le comité d'organisation de Women Deliver qui a créé cet événement et a mis en avant, en exergue, la participation des jeunes. Je vais maintenant passer la parole, remercier, je tenais à remercier tous les membres de ce comité. La pandémie de COVID-19 a exacerbé les problèmes auxquels les femmes et les jeunes filles étaient confrontées. En tant que jeune activiste, je me suis posé la question suivante. Comment pouvons-nous surmonter ces obstacles et préserver les acquis obtenus en matière de santé sexuelle et reproductive? Cet événement, soutenu par les jeunes leaders de Women Deliver, présente les résultats de notre recherche sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Nous nous sommes particulièrement concentrés sur 3 pays, le Kenya, l'Inde et le Nigeria. Nous avons également mis en point d'honneur à recueillir les points de vue des jeunes qui sont souvent négligés dans des études de cette nature. Voici donc la valeur ajoutée de notre recherche par rapport à tout ce qui a déjà été fait en la matière. J'espère que vous profiterez de cet événement pour profiter de ces discussions autour de plusieurs parties prenantes de différentes générations sur l'impact, comme je l'ai dit, de la pandémie de COVID-19 sur la santé sexuelle et reproductive, son impact sur les femmes et les jeunes filles. Nous sommes entourés de plusieurs acteurs, les membres du gouvernement, les membres de la société civile, des organisations privées. Je vais maintenant présenter le programme du jour. Nous allons commencer par un petit discours d'ouverture, puis quelques présentations, quelques exposés de nos invités. Nous aurons également une section qui sera dédiée à vos questions et aux réponses à ces questions. Je vais maintenant passer la parole à une jeune activiste, Barbara Nian, directrice. Je vais reprendre. Barbara Warinyaga est directrice du comité permanent pour la santé sexuelle reproductive et le VIH-Sida. Vous avez la parole, Barbara. Bonjour, bonsoir. 2020 est une année que nous n'oublierons jamais. La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur plusieurs secteurs de la vie
L'un des domaines les plus affectés, c'est celui de la santé sexuelle et reproductive. Des cliniques ont été fermées et malheureusement, des femmes qui étaient déjà enceintes à cette époque n'ont pas pu bénéficier de systèmes de suivi pendant leur grossesse parce qu'il y a également eu une augmentation des cas de mortalité infantile et maternelle puisque certaines de ces femmes, en raison du confinement, ne pouvaient pas se déplacer et elle arrivait à l'hôpital, elle n'était pas prise en charge en raison du manque de personnel. Nous avons également constaté une augmentation des cas de violence basée sur le genre. Sur le genre. Il y a également eu des problèmes économiques qui ont augmenté la stigmatisation et la discrimination des travailleurs et des travailleuses du sexe. En ce qui concerne les jeunes en particulier, ils ont eu du mal à avoir accès à des services spécifiquement taillés pour leurs besoins. Il y a également eu des cas d'homophobie, d'augmentation d'homophobie, surtout envers les jeunes qui ont été meurtris psychologiquement et moralement. Les jeunes doivent, nous avons constaté que les jeunes ont participé à la lutte contre la pandémie de COVID-19, nous représentant l'avenir et nous devons commencer dès maintenant. L'un des exemples de notre participation, c'est cette recherche. C'est la première fois qu'une étude de ce genre prend en considération les points de vue des jeunes. Il y a très peu de données concernant les points de vue des jeunes sur la pandémie de COVID-19 et son impact autour d'eux. Cette étude souligne l'importance de prendre en considération l'action des jeunes activistes, ce qui leur permettra de savoir quels sont les sujets qui méritent réellement d'être abordés. Au Kenya, nous avons constaté que tous les fonds qui étaient destinés aux femmes et aux jeunes filles ont été redirigés vers la lutte, les activités de lutte contre la pandémie de COVID-19. Il était donc très difficile pour ces femmes d'avoir accès à des produits d'hygiène prémenstruels et menstruels. Et nous avons donc constaté que nous avons régressé dans les efforts que nous avons mis en place pour permettre aux femmes d'avoir accès à ces services de base. Nous devons donc, en tant que jeunes activistes, continuer de veiller à ce que le gouvernement respecte ses engagements, mettre par exemple en place des plateformes qui permettront de suivre les actions du gouvernement pas à pas. Nous avons également besoin de l'aide de volontaires. Nous avons également des centres d'appel qui recueillent les appels de femmes qui dénoncent des violences basées sur le genre. Nous pouvons également nous servir de nouvelles technologies. Enfin, les jeunes et les organisations de la société civile sont les mieux placées pour lutter contre les stigmatisations et la discrimination qui touchent les jeunes qui se rendent dans les services de santé. Il faudrait donc leur faire confiance dans la recherche de solutions à ces problèmes. Merci. Merci, Barbara, pour ce discours d'ouverture. Vous avez très bien souligné l'importance des jeunes activistes et de la jeunesse, pardon, et des organisations de la société civile dans cette lutte. Je vais maintenant passer la parole à Kinza Hassan, qui
On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Kinza Hassan, responsable des politiques et de la sensibilisation chez Women Deliver, va prendre la parole. Merci, Aigle. La recherche que nous allons vous présenter s'est concentrée sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les services de santé sexuelle et reproductive. Nous avons choisi trois pays, le Kenya, le Nigeria et l'Inde. Alors, nous nous sommes posé trois questions sur trois plans, structurels, communautaires et individuels. La première question est la suivante. Comment est-ce que la pandémie de COVID-19 a affecté les systèmes de santé et la provision de services liés à la santé sexuelle et reproductive? La deuxième question, quel est l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les normes sociales, l'accès aux services, aux informations liées à la santé sexuelle et reproductive? Et enfin, comment est-ce que la pandémie vous a affecté individuellement? Cette étude s'est déroulée sur trois phases. La première phase concernait d'abord la délimitation du sujet et le peaufinement des études de collecte de données. Premièrement, nous avons sélectionné les jeunes activistes et les experts qui devaient travailler sur cette question, sans oublier les principaux enquêtés, les experts en santé sexuelle et reproductive et des questions connexes. Nous avons demandé à deux jeunes leaders de valider les données que nous avons recueillies sur le terrain. Cette étude a été également révisée par des pairs. Alors, nous avons obtenu 16 conclusions principales. Je vais les présenter très brièvement, mais nous aurons l'occasion lors de la discussion en table ronde de rentrer dans le vif du sujet. Nous avons constaté tout d'abord que la santé sexuelle et reproductive et les droits qui s'y rapportent ont été particulièrement négligés. Les jeunes activistes ont remarqué que cette question a tout simplement été écartée au profit de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Cela a également affecté des programmes comme le planning familial, entre autres. Deuxième conclusion, les systèmes de santé qui étaient déjà moins bien équipés ont été les plus affectés par cette pandémie de COVID-19. Nous avons constaté que le manque de ressources affectées aux questions de santé sexuelle et reproductive et plus généralement au système de santé ont été exacerbés donc, ce problème a été exacerbé durant la pandémie de COVID-19. C'est la raison pour laquelle nous avons, dans notre recommandation de politique, mis l'accent sur la planification de budget de ressources affectées à ces activités. Certes, l'État s'occupe de questions de santé publique. Malheureusement, en raison de confinement et de la nature très complexe de la santé publique, il était très difficile pour les acteurs politiques de répondre à ces besoins en matière de santé sexuelle et reproductive. Pour répondre donc à cette demande, les acteurs privés ont dû intervenir et remplacer les acteurs politiques, l'État. Ensuite, cette étude a révélé que les femmes et les jeunes filles déjà marginalisées ont été les plus affectées par la pandémie de COVID-19 car elles étaient déjà discriminées. Et au cours de cette pandémie, la discrimination et la stigmatisation autour de l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive ont augmenté.
Les femmes et les jeunes filles vivant avec un handicap font également partie de cette catégorie de personnes marginalisées et doublement affectées par la pandémie. Nous avons également parlé de l'augmentation des cas de violences basées sur le genre. Cela s'est également accompagné de restrictions en matière d'accès aux services de protection contre les violences basées sur le genre. Nous avons également constaté que les groupes marginalisés, les femmes et les jeunes filles vivant avec un handicap, étaient particulièrement exposés à des cas de violence basés sur le genre. Les adolescentes font également partie de cette catégorie car elles ne pouvaient plus se rendre à l'école, qui est pour elles une espèce de point sûr, de lieu sûr, autant pour moi, et étaient donc exposées à des actes de violence basés sur le genre. Notre étude a également révélé que la pandémie de COVID-19 a eu des effets négatifs sur les résultats obtenus en matière de santé sexuelle et reproductive, surtout pour les femmes et les jeunes filles qui n'avaient plus accès à ces services. L'accès des jeunes aux produits de contraception était également limité, voire inexistant. Enfin, dernière conclusion, nous avons remarqué grâce à cette étude que l'utilisation de technologies avait augmenté, mais beaucoup de personnes étaient laissées de côté. Les ONG et d'autres instances utilisaient beaucoup plus de technologies pour pallier le manque de contact. Mais d'un autre côté, cela empêchait d'autres personnes d'avoir accès à ces informations, surtout ceux qu'on appelle les inalphabètes digitaux ou numériques. Nous avons donc proposé quelques politiques de recommandation. La pandémie de COVID-19 a affecté, comme je l'ai dit, le système de santé. C'était critique pour que les DDSSR seraient universels. En plus, la plupart des secteurs sanitaires étant lourdement affectés, il fallait venir à bout en allouant le budget nécessaire vis-à-vis la gestion et la réalisation des objectifs de la DSSR. Et la société civile est importante vis-à-vis la protection de ces allocations et des informations recueillies pendant cette période. Et alors que le gouvernement est responsable pour la bonne gestion de ces droits, la société civile est aussi appelée à contribuer avec un soutien constant et politique. Et comme vous l'avez remarqué, les violences basées sur le genre qui étaient accrues ont provoqué une absence de services de lutte contre les violences basées sur le genre, surtout pour les femmes et les jeunes filles. Et il fallait donc maintenir un accès équitable et constant à ces services, notamment dans des situations d'urgence, pour ceux qui ont certainement plusieurs limitations. Et il fallait qu'elles vivent dans des zones et il fallait qu'elles soient engagées à lutter pour les droits des jeunes. Et en guise de recommandation finale, nous pensons que malgré la croissance de l'accès à la technologie, il faudrait que cela soit associé aux efforts visant à lutter contre les violences basées sur le genre. Il faudra donc fournir des connaissances accessibles à la jeunesse qui pourraient mieux les informer sur la meilleure manière d'avoir accès à ces facilités. Alors, je vous remercie donc de nous avoir permis de partager nos résultats avec vous et je vous rends la parole, Eglé. Merci. Merci, Kinza. C'était une introduction très complète. Je crois que ça résonne avec les défenseurs des droits des SSR et je voudrais présenter tous nos panélistes du jour
et je vais leur demander d'allumer leur caméra lorsqu'ils sont présentés. Nous allons commencer avec le docteur Ian Askew, qui est un conseiller au niveau du bureau régional de l'OMS Antenne Afrique. Est-ce qu'il peut allumer sa caméra pour qu'on puisse le voir? Ensuite, nous allons passer au docteur Isaac Bachir, qui est le chef du département de la famille et de la santé au ministère de la Santé du Kenya. Bonjour, je suis le docteur Bachir, chef du département du ministère de la Santé et de la famille. Ensuite, je présente Madame Margaret Bola, qui est la directrice exécutive et la fondatrice de Stand with a Girl. Je suis heureuse d'être avec vous. Bienvenue. Ensuite, Monsieur Temitayo Erobogo, qui est directeur chez MSD pour les mères. Merci de m'avoir avec vous. Je suis heureuse d'être parmi vous. Et enfin, je voudrais présenter le docteur Deepa Prasad, qui est chef à l'UNFPA. Bienvenue. Je suis heureuse d'être parmi vous. Et les présentations faites, nous allons donc entamer le premier tour de table pour parler de ces différents résultats clés qui ont été obtenus à la suite des recherches vis-à-vis l'impact de la COVID sur les DSSR. Et si vous aviez des questions, notez-les pour la session questions et réponses et écoutons ce que nos panélistes ont à dire sur la question. Vis-à-vis les résultats obtenus vis-à-vis la réponse systémique, quelles sont vos impressions vis-à-vis la manière par laquelle cette pandémie a affecté les DSSR? Merci beaucoup, Eglé. C'est un véritable honneur d'être parmi vous et comme vous voulez imaginer, travailler avec l'OMS à travers avec cette pandémie était un véritable défi. Et c'était intéressant d'avoir les avis de différents collaborateurs, vu les effets de cette pandémie dans les différentes régions. Et comme vous avez pu l'entendre, les différentes interruptions se sont manifestées de diverses manières vis-à-vis l'approvisionnement des différentes populations en services, en produits. Mais plus sérieusement, c'était intéressant de voir comment ces interruptions affectaient l'expérience des différentes populations affectées. Et nous avons aussi pu observer que la demande pour ces services a également été modifiée parce qu'il y avait des personnes qui ont perdu leur boulot et ils n'avaient plus une source de revenus qui leur permettait, n'est-ce pas, d'avoir accès à ces services. Donc, c'est des situations inédites avec cette pandémie. Mais cette disruption a affecté le secteur de la santé sur tous les plans, pas seulement sur les droits liés à la sexualité et à la santé reproductive. Ce que cela a impliqué, c'est que les pays émergents ont observé une compétition accrue sur le besoin des ressources, mais aussi les conversations vis-à-vis l'allocation de ces services et ressources a levé les conversations sur lesquels de ces services et ressources pouvaient être fournis selon la demande. Il fallait redéfinir le personnel, diminuer les approvisionnements en produits médicaux. Et ceci parce que, avec la limitation en matière de ressources, il était difficile de concevoir des stratégies pour mitiger aux problèmes immédiats qui étaient générés.
Et ceci donc a forcé un certain nombre de choix qui n'étaient pas toujours en faveur du respect des droits SSR. Au sortir donc de cette analyse, nous avons mené des études et avons découvert que de tous les services qui avaient été affectés, celui qui avait le plus été impacté, celui dont nous parlons aujourd'hui. Par exemple, décembre dernier, quand 8% des pays rapportaient encore des disruptions vis-à-vis l'approvisionnement en produits médicaux, en produits de contraception et en produits pour la procédure d'avortement. Donc, ce sont les secteurs qui sont les plus affectés dans la division santé. Et il est important de relever que plusieurs pays ont essayé d'introduire d'autres méthodes ou stratégies pour pallier les problèmes de déficience en ressources et en services sanitaires. Et plusieurs dimensions ont dû être prises en compte avec des prescriptions à travers Internet, l'approvisionnement à domicile, la création de nouveaux services pour créer un nouveau contact avec la population qui demandait ces services. Et je voudrais donc conclure en disant que tout ce qui est dans le rapport reflète effectivement la réalité sur le terrain et malheureusement, c'est encore le cas actuellement. Merci. Merci, Dr. Yann. Et merci de parler des différentes stratégies qui feront partie des solutions pour l'avenir. Je voudrais passer à notre prochain panéliste, le Dr. Bachir. Est-ce que vous voulez parler de ce que le gouvernement kenyan a entrepris et ce qu'a été votre expérience par ces périodes de pandémie vis-à-vis la santé sexuelle et reproductive dans votre pays et l'impact du budget alloué sur les différents services requis? Bon après-midi une fois de plus. Je suis heureux d'être parmi vous. Je crois que les échanges sont très intéressants pour moi en tant que personne chargée de cette question au sein de mon ministère. Nous avons 4 départements: la maternité, la santé reproductive, l'alimentation, entre autres. Et je pense que Barbara a bien résumé la réalité de ce qu'était la situation. Et après des mois d'une certaine stagnation, la difficulté était vraiment de pouvoir servir ces femmes qui avaient besoin de services de maternité, les différents couvre-feux qui enfreignaient la mobilité, les mouvements des personnes, les inscriptions au sein des hôpitaux qui étaient débordés parce qu'ils traitaient des patients souffrant de la COVID. Et au bout de 6 mois, nous étions plein dans un défi et avons pensé qu'il fallait nous servir des nouvelles technologies pour assurer la continuité de la dispense des services médicaux en donnant priorité à ces services. Et nous avons donc développé des directives que nous avons disséminées à travers les nouvelles technologies et ceci nous a vraiment aidé. Des formations en ligne étaient également dispensées et cela nous a pris à peu près 1 an et environ 1 à 2 semaines pour les concevoir et les disséminer à travers différentes plateformes.
Et je crois que nous sommes parmi les pays les plus rapides en matière de réactivité vis-à-vis la difficulté avec la pandémie et les difficultés infligées à nos différents services sanitaires. Et ceci a permis aux populations d'avoir accès à plus de services. Et donc, nous avons pu pallier certains problèmes. Et pour ce qui est du budget, je dois relever que le gouvernement n'a peut-être pas un budget clairement alloué. C'est un budget d'ensemble général alloué au ministère de la Santé. Et donc, l'allocation des ressources au Kenya, par exemple, il revient donc au ministère de vraiment gérer le budget qui lui est alloué en fonction des urgences qui lui sont présentées. Au niveau international, il fallait fournir les politiques et directives. Et je pense que nous avons bien travaillé sur le sujet. Je pense que nous étions peut-être bénis d'avoir un nombre pas très important de mortalité due à la COVID-19. Et donc, cela nous a permis d'être plus résilients et plus réactifs vis-à-vis la gestion de cette pandémie. Et je pense que nous avons pris plein d'avantages de ces différents éléments. Et je pense qu'actuellement, nous avons la possibilité de fournir de l'oxygène à la plupart des hôpitaux de notre pays. Et donc, nous avons pu répondre de la manière la plus efficace à cette pandémie. Alors, dans certains pays où il y avait des cas de violence basés sur le genre à des chiffres très élevés, nous avons attiré l'attention du gouvernement et cela nous a permis de réaliser que nous avions peut-être sous-estimé les effets de cette situation sur les populations. Et donc, le ministre en chef était par exemple chargé d'un comité qui étudie la question des grossesses précoces et des violences basées sur le genre. Et nous avons pu développer des politiques pour protéger les différentes victimes et d'en faire une priorité du gouvernement kényan et d'en faire un projet étendard. Et la population affectée par cela, c'est estimé à 24%. Merci beaucoup, Dr. Bachir. C'était très intéressant de voir à quel point vous avez travaillé et développé des politiques. Mais je voudrais passer à présent la parole à notre prochain panéliste, qui est le Dr. Dipa. Est-ce que vous pouvez nous donner votre perspective de l'effet des violences basées sur le genre, sur les femmes et les filles en Inde? Comment est-ce que le gouvernement et la société civile, comment est-ce qu'ils ont géré cette situation par période de pandémie? Merci beaucoup. Je voudrais déjà féliciter les femmes et les jeunes filles qui ont œuvré à la publication de ce rapport. Je pense que ce sera une pierre marquante dans nos différentes actions. Il y a différentes statistiques, mais ce qui est évident, c'est que la COVID a imposé des couvre-feux, des restrictions et érigé des barrières vis-à-vis l'accès à certaines ressources et certains services. Comme vous le savez bien, il y avait un ordre de confinement national, une situation de confinement qui affectait une population de plus d'1 milliard de personnes.
Et ceci a affecté le secteur médical, le secteur des transports et le corps médical a été orienté vers la gestion de la crise pandémique plus qu'autre chose. Et ceci a donc empêché les femmes et les jeunes d'avoir accès aux centres de santé. Il y avait également des restrictions qui empêchaient les époux d'avoir accès à certains services de santé reproductive, car tout le monde était concentré sur la lutte contre la COVID-19. Nous avons plutôt remarqué que tout le monde se tournait vers les plateformes en ligne et ceci a donc influencé sur l'accès à l'information. Et quant à la gestion de la santé vis-à-vis l'impact du ministère de la Santé de l'Inde, nous avons observé pendant la période de confinement, la gestion de la période anténatale était plus basse que dans les années précédentes. Nous avons donc remarqué que c'était un peu plus difficile et les différentes institutions ont diminué le nombre de personnes qui auraient pu avoir accès à ces services dans les centres de santé. Et nous avons également observé que la plupart des personnes impactées étaient les jeunes filles plutôt que les hommes, des personnes handicapées, des communautés nomades qui étaient affectées de manière disproportionnée. Pour ce qui est de la violence basée sur le genre, nous avons observé que les femmes et les jeunes filles étaient les principales victimes. Il y avait également des abus qui étaient perpétrés contre le personnel de santé par les familles ou des personnes qui se sentaient lésées. Il a également été rapporté un retour de migrants qui sont revenus des zones urbaines et parmi eux, des femmes. Et il y avait la fermeture des écoles qui a également affecté la jeunesse et diminué l'accès aux services en milieu scolaire et la distribution, par exemple, de suppléments alimentaires. Ceux qui étaient sévèrement affectés par cette situation étaient des personnes vivant avec des handicaps. Et au-delà du secteur scolaire, il y avait également les cliniques qui recevaient des malades adolescents qui ne pouvaient plus accorder justement leur attention à ces jeunes adolescents parce qu'ils devaient s'engager à la lutte contre la COVID-19. Alors, avec une panoplie de directives fournies par le ministère, nous avons essayé de tracer le nombre de femmes qui étaient presque à terme et leur accorder l'assistance dont elles avaient besoin avant l'accouchement. Ce qui était donc les plus affectées, par exemple, étaient aussi celles qui avaient besoin d'un suivi pour leur traitement contre le VIH ou pour un avortement sûr. Donc, pendant presque un mois, il n'y avait aucune clarté sur la disponibilité de ces services. Et vers le 14 avril 2020, nous avons aussi remarqué que la plupart des États étaient en train d'implémenter un certain nombre de ces directives tout en luttant contre la COVID. Et donc, la tranche de la population la plus affectée était la jeunesse. Par exemple, ceux qui avaient des orientations sexuelles non binaires, des personnes avec des handicaps et plusieurs autres agences non civiles qui se focalisent sur les droits SSR ont veillé à ce que ces services soient à nouveau rendus accessibles à cette population affectée.
Je suis vraiment désolée, docteur Dipa, mais nous avons besoin de rester dans les temps. Mais je pense que votre revue est plutôt complète et je voudrais à présent passer la parole à Madame Balaji et je voudrais poser la question de savoir. Il est question, par exemple, de combler cet écart qui pourrait euh, aider les jeunes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'utilisation de la technologie? Merci beaucoup pour cette question et félicitations à l'équipe pour avoir mis sur pied une recherche aussi complète et je suis vraiment édifiée. Alors, à la suite de la COVID, nous œuvrions à rester en vie. Et nous avons créé des plateformes pour parler aux jeunes afin de leur donner la bonne information relative à la santé sexuelle et reproductive. Et quelques semaines, nous avons remarqué qu'après les confinements, il y avait plusieurs jeunes qui utilisaient des plateformes telles que Zoom, mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir accès à cette plateforme, ni encore qui pouvait s'en servir de manière efficace. Donc, il y avait une seule plateforme que nous avons pu utiliser parce qu'ils avaient des informations à travers des plateformes comme WhatsApp pour savoir comment tout le monde se portait sur les statistiques. Donc, malgré la pandémie, ça n'a pas empêché que les jeunes s'engageaient dans des activités sexuelles ou étaient victimes de violences basées sur le genre. Ça a juste montré ils avaient vraiment accès à beaucoup d'informations et cette information était truffée de mésinformations. Parce qu'il y avait certains, par exemple, qui disaient que pendant l'activité sexuelle, il fallait plus se référer à la méthode de coït interrompu. Il y avait plusieurs méthodes et nous avons pensé il faudrait mieux que nous intervenions afin de disséminer la bonne information et leur donner l'opportunité de poser les bonnes questions afin d'obtenir les bonnes réponses. Mais c'est aussi parce que nous avons constaté que les jeunes avaient besoin de services et il fallait organiser des rencontres ou des échanges entre les organisations internationales de manière confidentielle avec cette jeunesse. Il y avait plusieurs formes de restrictions et il y avait plusieurs autres choses qui se passaient en parallèle. Et cela nous a donné l'opportunité de dépendre de la technologie. Parce que pour certains d'entre eux qui ne se servaient pas beaucoup de leur téléphone intelligent, il fallait s'y mettre parce que la plupart des écoles s'en servaient maintenant pour dispenser des cours de manière en ligne. Donc, lorsque les différentes mesures de confinement et de restriction ont été levées, on a continué de travailler avec ces outils et il fallait, n'empêche, aller vers ces personnes marginalisées qui avaient besoin de plus d'assistance et aussi de mieux maîtriser la mise en œuvre des protocoles de post-pandémique. Mais ceci témoigne vraiment à quel point le rôle des organisations non étatiques, la société civile a joué dans la dissémination de la bonne information auprès des jeunes. Il fallait par exemple sensibiliser sur la bonne pratique, la bonne attitude à adopter en période de pandémie, mais donner aussi une opportunité aux jeunes d'en apprendre plus et avoir une plus grande audience vis-à-vis ce qu'il faut faire, comment gérer la situation pendant et post-pandémie.
Merci beaucoup. Et avant de passer à l'orateur suivant, je voudrais également rappeler aux panélistes de diminuer la vitesse euh, oratoire parce que nous avons des interprètes et il faut qu'ils assimilent tout ce que vous présentez. À présent, je vais passer la parole à Monsieur Temitayo. Quel est l'effet de la COVID sur les jeunes filles? Merci pour la question. Je suis heureuse d'être parmi vous. Merci de me passer la parole. J'aimerais déjà présenter l'organisation que je représente, MSD for Mothers. C'est une organisation internationale qui s'attaque à la question de la mortalité maternelle et infantile. Lorsque la pandémie de COVID-19 est survenue, ce que nous avons fait, avant toute chose, c'est de discuter avec nos partenaires, de savoir comment est-ce qu'ils géraient la situation, quels étaient les effets de la pandémie sur leur action sur le terrain. Par rapport aux réponses que nous avons obtenues, nous avons pu obtenir une solide base d'informations et nous étions mieux armés pour proposer des solutions à nos partenaires. Ces réponses nous ont également permis de mieux comprendre la situation qui se passait, qui prévalait par rapport à ce que MSD et ses partenaires vivaient sur le terrain. Je suis tout à fait d'accord avec ce que les autres panélistes ont déjà présenté. Il y a eu beaucoup de perturbations dans le système de santé, mais au Nigeria, nous avons également remarqué que les infrastructures de santé et le personnel avaient été réduits de près de 15%. Et nous avons déjà des défis concernant le manque de personnel, de professionnels de santé. La même situation s'est présentée en Sierra Leone, au Kenya, en Inde. Et ce que nous avons constaté en ligne, à travers les activités que nous avons lancées sur ces plateformes électroniques, c'est que l'impact personnel de cette pandémie était catastrophique. De nombreuses femmes ne pouvaient pas se rendre dans les centres de santé à cause du confinement et n'avaient pas non plus accès aux informations qui pouvaient les aider à surmonter cette pandémie. Et cette pandémie, je crois, a également eu un impact sur les services de santé, l'accès aux services de santé et les informations autour de ces services de santé. Et la manière dont nous avons surmonté ces défis tient, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux actions que nous avons mises en place au départ, au début de la pandémie. Nous savons que, en dépit de la pandémie, la vie continuait. Il fallait toujours que les patients aient accès aux services de santé, aux informations liées à la santé sexuelle et reproductive, etc. Donc, il fallait trouver un nouvel équilibre entre la vie pendant la pandémie et l'accès aux services de santé et aux services de santé sexuelle et reproductive. Ce que nous avons réussi à faire, et je crois que Barbara l'a déjà mentionné, nous avons essayé de recueillir les propositions de plusieurs parties prenantes, de plusieurs acteurs. Parce que nous avons remarqué que l'État est limité. Ce n'est pas de sa faute. Il ne peut pas se rendre sur tous les fronts en même temps. Et n'oublions pas que chaque gouvernement
dépend de ses membres et sa capacité à intervenir sur le terrain n'est pas toujours efficace. Ce que nous avons donc fait chez MSD, c'est de discuter avec plusieurs acteurs, renforcer notre système, revoir nos rôles. Et c'est à partir de cela que nous avons obtenu de meilleurs résultats. Nous avons pu nous adapter. Nous avons utilisé les données internationales qui étaient à notre disposition. Merci Temitayo pour ces réponses très détaillées. Et je crois que à la fin de ce premier tour de table, nous avons une meilleure idée de l'impact de la COVID-19 dans vos contextes respectifs. Maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Comment est-ce que ces impacts peuvent conduire à des politiques, à des refontes, à des réformes? Je vais maintenant revenir au docteur Ian Askew. Notre recherche part du postulat que la couverture sanitaire universelle peut être la solution à ces problèmes. Qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous, pardon? Merci, Aigle, pour cette question. Je pense que la pandémie de COVID-19 a été, entre guillemets, le point salutaire de certains centres de santé, car elle a appelé l'État à changer sa manière de proposer des services de santé. Contrairement à ce que les gens pensent, cette pandémie ne sera pas la dernière. Nous avons déjà eu d'autres virus, Zika, et Ebola, et nous avons toujours remarqué qu'il fallait apprendre de ces pandémies, de ces endémies, de ces maladies pour renforcer nos systèmes de santé. Ces systèmes de santé existent déjà, mais ils peuvent être améliorés. Il faut utiliser des approches innovantes, rapides, qui permettront de lutter contre de futures pandémies. Nous avons également beaucoup plus d'expérience et pour renforcer nos systèmes de santé et atteindre ce que nous nous proposons d'atteindre, c'est-à-dire un système de santé universel, il faut que nous revoyions la manière dont le système de santé fonctionne et c'est possible. Je crois également que les systèmes de santé devraient faire partie de ce plan mondial sur la couverture sanitaire universelle. Ils devraient inclure des principes comme l'inclusion, le droit aux services de santé de base, l'égalité, qui doivent être au cœur de la manière dont nous concevons ces systèmes de santé. Nous avons besoin de réfléchir de manière pragmatique à ce que nous voulons mettre en place, car ces systèmes doivent être bien sûr de qualité, sûrs, abordables. Et j'aimerais également ajouter que nous devons changer de paradigme, ne plus nous limiter seulement à la fourniture de services de santé, mais à l'accès à ces services de santé, créer des systèmes de santé qui soient en mesure d'apporter les services dont ont besoin les patients. Il y a de nombreuses stratégies, il existe de nombreuses stratégies en matière de couverture sanitaire universelle. Et ces principes peuvent nous aider à améliorer notre offre de soins. Et nous avons constaté à travers le monde que les pays développent de plus en plus leur plan d'offre de soins de base. J'aimerais terminer en encourageant, en félicitant déjà les efforts consentis par les différents États à travers le monde qui essayent d'améliorer
non seulement le secteur de la santé, en collaborant avec les organisations non gouvernementales, mais aussi avec d'autres acteurs. Il est très important, comme je l'ai dit dès le départ, de mettre l'accent sur la couverture sanitaire universelle. Il ne suffit pas de parler de services de santé inclusifs. Encore faudrait-il mettre l'accent sur les cibles de ces systèmes de santé, ceux pour qui ces systèmes de santé existent, les jeunes et les adolescents en particulier. Les organisations de la société civile, les jeunes activistes peuvent contribuer à cette action en poursuivant ce qu'ils ont déjà proposé pendant la pandémie. Nous avons remarqué que les OSC et les jeunes activistes ont joué un rôle de taille pendant cette pandémie. Et on reconnaît de plus en plus l'importance de ces instances. Ils peuvent contribuer au développement des offres de soins de base, continuer leurs activités de plaidoyer en faveur de l'inclusion d'une couverture sanitaire, de l'intégration d'une couverture sanitaire universelle. Les jeunes peuvent également participer à la collecte d'informations qui informeront les décisions, qui éclaireront les décisions. Il est très important d'avoir des preuves sur les avantages bénéfiques et même humains de ce que nous proposons de faire avec cette couverture sanitaire universelle. Il faudrait que nous comprenions l'importance des besoins des patients dans cette couverture sanitaire universelle. Merci encore une fois de m'avoir passé la parole. Éclé, je vous rends la parole. Merci, docteur Esquieu, pour ces réponses. Merci encore une fois d'avoir souligné l'importance des jeunes activistes et des organisations de la société civile. Je vais passer la parole à notre prochain intervenant, le docteur Bachir. À votre avis, comment est-ce que le gouvernement kényan peut soutenir la couverture sanitaire universelle, surtout lorsqu'on parle d'offres de soins en matière de santé sexuelle et reproductive? Merci, Eglé. Avant toute chose, j'aimerais encore une fois réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous n'avons pas de budget dédié exclusivement à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des filles en particulier. Nous avons un budget global qui nous parvient et qui nous permet de fonctionner. Ce que nous avons fait, c'est essayer de rediriger tous les fonds qui étaient dédiés exclusivement à la lutte contre la pandémie de COVID-19 vers la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles et des femmes. Nous avons également besoin de travailler directement avec les populations locales et les jeunes, les organisations de la société civile pour améliorer notre action. Ce que nous ferons lorsque nous aurons un budget suffisant, c'est de l'investir exclusivement en faveur des jeunes filles. Nous essayons de respecter notre plan à moyen terme. C'est un programme très long qui nécessite un financement direct, mais le gouvernement kényan s'est engagé à créer des mesures pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, le VIH et j'en passe. C'est un processus très long, comme je l'ai dit. Il faut y aller pas à pas. Et nous avons besoin de l'aide de tout le monde. C'est un travail également qui se fait de manière synchrone entre le gouvernement et ses partenaires financiers.
mais peu importe la méthode que nous utilisons, financement direct ou pas, il faudra savoir gérer ce budget. Nous venons à peine de commencer ce projet. Il reste encore beaucoup à faire, mais je crois qu'avec l'aide des jeunes activistes, nous parviendrons à atteindre nos objectifs. Merci, Docteur Bachir. Je crois que je suis un peu injuste lorsque je retire les points qui mettent en avant l'importance des jeunes activistes dans ce travail. À présent, je voudrais poser une question à Madame Prasad. Comment est-ce que les services de santé peuvent s'adapter aux besoins des jeunes et des adolescents? Merci, Eglé. J'aimerais déjà commencer par ajouter quelque chose concernant les violences basées sur le genre. Les femmes et les jeunes filles âgées entre 15 et 14 et 49 ans sont victimes, ont déjà été victimes de violences basées sur le genre. Et nous avons constaté que nous aurons besoin d'une stratégie qui fasse intervenir plusieurs acteurs, malgré la difficulté de mettre en place une stratégie de ce genre. Mais nous comptons sur la participation massive de la population, des jeunes activistes et des femmes, sans oublier celle des organisations communautaires, des organisations dirigées par les femmes. Ces acteurs doivent travailler avec tous les acteurs en première ligne, les principaux acteurs comme les organisations religieuses à travers des échanges, sans oublier d'autres acteurs comme les influenceurs locaux. Il faudrait également, pour lutter contre les violences basées sur le genre, revoir l'éducation des jeunes garçons, revoir la manière dont ces cas de violences basées sur le genre sont payés dans les médias, revoir cette rhétorique. Il faudrait également revoir la manière dont les garçons et les jeunes filles sont éduqués pour obtenir des méthodes de lutte contre les violences basées sur le genre. Il faudrait mettre en place des services et des méthodes qui soient disponibles dans, comme je l'ai dit, les offres de soins proposées dans la couverture de santé sanitaire universelle. Aux côtés de programmes comme les programmes de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Il est très important que ces services soient indépendants et ne viennent pas dans un seul, si je peux m'exprimer ainsi, package. Nous avons constaté que, en ce qui concerne les violences basées sur le genre, on a tendance à négliger l'aspect lié aux jeunes et aux adolescents, qui n'est pas pour nous aider. Il faudrait donc ajouter cet aspect. Lorsqu'on parle de couverture sanitaire universelle, la manière dont elle est déployée et implémentée par le gouvernement, nous constatons qu'il y a beaucoup à... Il faudrait déjà repérer, identifier les cas de violence basée sur le genre et essayer de les décomposer, de permettre aux adolescents d'avoir accès à cette couverture sanitaire universelle. Mettre en place des centres qui pourront identifier les besoins des groupes marginalisés. J'entends par groupes marginalisés les personnes vivant avec un handicap, les femmes et les jeunes filles vivant avec un handicap. Il faudrait également créer des services et des fonctions orientés en ce sens, que ce soit pendant des situations ordinaires et pendant
des situations extraordinaires, comme la pandémie que nous avons traversée. Je crois qu'avec ces mesures, les systèmes de santé seront plus renforcés. Merci. Merci, Dipa, pour ces réponses. Passons à présent à Margaret Bouladi. Madame Bouladi, j'aimerais vous poser cette question. Que faut-il mettre en place pour aider les organisations de la société civile par rapport aux technologies dont vous avez parlé? Comment pouvons-nous réduire la fracture qui existe entre les jeunes filles et les garçons en matière de technologie? Docteur Bouladi, merci pour cette question. Et j'aimerais déjà remercier tous les participants, ceux qui ont reconnu l'importance des jeunes activistes et d'autres acteurs. Donc, il y a besoin d'un soutien politique, il y a besoin d'un soutien financier et c'est important de dire d'investir sur la jeunesse à travers la société civile. Il est également important, et je le dis toujours, la bonne charité commence par soi-même. Il faudrait que les gouvernements commencent par copier sur des exemples tels que le Kenya, parce que malgré une absence de budget, ils ont quand même entrepris de communiquer avec les jeunes. Malheureusement, au Nigeria, c'est un peu différent que de parler de la conception de ces projets, de l'adoption de ces projets. Et pourtant, il faudrait s'y mettre à travers l'assistance apportée par la société civile pour savoir comment mieux implémenter les différentes politiques conçues. Et je pense qu'il y a de belles politiques qui ont quand même été mises sur pied parce qu'au Nigeria, en 2021, il y a des politiques qui ont été adoptées sur la santé des adolescents et sur la santé reproductive. Ce n'est pas une affaire d'un secteur particulier ou d'un département particulier du ministère de la Santé. Ça affecte différents autres ministères et agences. Donc, il faudrait se pencher sur la meilleure manière de coordonner l'implémentation de ces différentes politiques pour pouvoir mettre sur pied ces différentes politiques. Il est aussi important de voir comment la jeunesse peuvent devenir des bénéficiaires, mais des partenaires, parce que en développant ce projet, nous pensons que voilà ce qui marcherait pour eux, mais en le concevant, il faudra vraiment veiller à ce que nos différents secteurs sont plus proches de la population, surtout elle n'a pas accès à la technologie. Il faudrait qu'il soit vraiment adéquat et approprié à la jeunesse. Il faudrait penser à un package minimum, par exemple, qui permet aux jeunes de confirmer que voilà, voici un programme qui est vraiment accessible aux jeunes. Parce que au soir de cette pandémie, pour prendre mon exemple, par exemple, je viens d'avoir un enfant et lorsque j'ai voulu adopter un programme de planning familial, on me pose la question de savoir combien d'enfants est-ce que vous avez déjà? Ça ne devrait pas être la priorité parce que c'est le droit de ces jeunes de choisir ce qu'ils veulent comme méthode de contraception. Et donc, en tant que financeur, en tant que gouvernement, en tant qu'organisation, il faudrait vraiment penser à ces jeunes et justement combler cet écart technologique en développant également des documents qui pourraient justement atteindre cette jeunesse, ces jeunes qui vivent avec le VIH, ces personnes qui vivent avec des handicaps. Il y a tellement à faire,
mais il faut vraiment s'y mettre de manière stratégique et intentionnelle pour aider ces personnes à avoir accès à des droits de santé sexuelle et reproductive. Merci beaucoup pour cette intervention et nous allons également passer maintenant à notre dernier orateur pour ce tour de table, Monsieur Temitayo. Nous savons que les gouvernements sont les premiers responsables pour l'assurance de cet accès à ces services et ressources, mais quelle est l'importance que jouent les différents partenariats et la collaboration avec d'autres organisations? Merci beaucoup pour la question. Je pense que leur rôle est primordial parce que nous avons tous notre part de responsabilité. Il faudrait déjà comprendre que le gouvernement a la responsabilité de fournir l'accès à ces services, mais ça nous rapproche, ça nous appelle tous à y mettre du nôtre, surtout pour ce qui est du secteur privé. Parce que Margaret nous a un peu peint le tableau de ce qui se passe au sein des différentes communautés. Nous devons pouvoir combler ces différents écarts qui sont observés dans nos sociétés. Mais il faudrait également penser au financement, à la livraison des différents services aux ressources, comment construire un système sanitaire résilient et durable. Voyez comment la manière avec laquelle les jeunes cherchent l'information. Ils se ruent vers des personnes de référence locales. En Inde, c'est carrément la même chose. Au Kenya, c'est la même chose. Je pense qu'il y a une opportunité, une occasion ici, vu ce que le gouvernement peut déjà faire et les écarts qui existent et l'expertise que le secteur privé peut apporter en matière d'information, de commodité, de services, de ressources, de vraiment contribuer et compléter les efforts du gouvernement pour un impact plus plus significatif, pardon. Parce que l'on observe qu'ils existent en dehors d'un effort stratégique qui intègre euh, le rapport. Mais lorsqu'on observe ce que cela implique en matière d'économie, d'aide, de soutien et sur l'impact sur différentes populations dans différentes régions qui n'ont pas accès à ces services ou ressources par manque de moyens, on peut effectivement penser à des méthodes de contracter la charge, de diminuer la charge sur ces populations avec l'aide du gouvernement. C'est pour ça que je salue les efforts de l'OMS qui a aidé les secteurs privés à soutenir le secteur sanitaire de différents gouvernements. Mais il faut voir comment on peut aider différents pays à mieux contribuer, à aider les secteurs de santé parce que le gouvernement lui seul ne peut pas faire grand-chose, même avec les meilleures intentions. Il faut le concours de chacune des parties. Il ne s'agit pas juste d'injecter de l'argent, il faut faire plus, il faut un apport. Il faut, il faut également, en dehors du docteur, il faut également le pharmacien. Donc, il faudrait que les populations comprennent leur rôle. Il faudrait que les différents acteurs maîtrisent leur position pour savoir comment est-ce qu'ils pourraient améliorer la qualité des services fournis aux populations, les orienter de manière efficace. Et ce n'est vraiment pas théorique, c'est déjà pratique parce que nous pouvons l'observer sur le terrain.
où nous avons par exemple intégré ce travail de concert où chaque partie apporte un peu du sien pour améliorer la dispense des services de planning familial, par exemple, pour une meilleure prise en charge. Donc, je crois que le secteur privé peut vraiment jouer un rôle important. Merci et je suis complètement d'accord et j'espère que cette perspective va résonner avec tous les acteurs du secteur privé qui sont appelés à se pencher sur la question. Nous avons maintenant terminé avec notre deuxième tour de table. Nous allons passer à la phase de questions-réponses parce que nous appelons à plus de changements au niveau du secteur de la DSSR. Mais avant cela, je veux passer la parole à Madame Virginia Ossana pour qu'elle nous donne ses impressions vis-à-vis l'impact de la COVID sur les DSSR des personnes handicapées. Merci, j'ai déjà beaucoup appris avec les différentes interventions telles que Aigle l'a dit. Nous avons pensé qu'il fallait présenter l'impact de la COVID sur les droits de la santé sexuelle et reproductive sur la personne handicapée. Alors, entre 100 et 210 millions de personnes vivent avec des handicaps dans le monde entier. Et ces personnes avaient déjà du mal à avoir accès aux services de santé sexuelle et reproductive parce qu'ils sont victimes de certaines stéréotypes vis-à-vis le fait qu'ils ne sont pas considérés capables de s'engager dans une relation romantique ou sexuelle, que des préjugés les empêchent d'être perçus comme des personnes qui ont des besoins relatifs à ces droits. Et avec la pandémie de COVID-19, ces préjugés ont été exacerbés et cela coïncidait avec certains de vos résultats dans la recherche que vous avez menée. Et l'un des problèmes principaux, c'était justement des problèmes de DSSR parce que les mesures de confinement, par exemple, les personnes ne pouvaient plus aller à des rendez-vous médicaux avec leurs interprètes euh, pour une communication avec le langage des signes. Donc, il y avait un véritable problème pour ces personnes vivant avec des handicaps, mais comme vous l'avez également relevé, il y avait un grand risque de violence basée sur le genre. Nous avons effectivement remarqué qu'ils avaient difficilement accès à des besoins de première nécessité. Et nous voulons également relever que l'une des politiques ou quelques politiques qu'on pourrait relever, ce serait par exemple d'adopter une approche plus directe vis-à-vis la réponse contre la pandémie, mais également sur le respect des DSSR. Et les personnes handicapées doivent être toujours inclus dans la conception, euh, la prévention et la réponse dans la lutte contre la COVID-19. Alors, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Ce que je voudrais juste dire, c'est que les personnes vivant avec des handicaps ont également été des victimes de cette pandémie en matière de DSSR. Et nous n'avons pas encore terminé avec cette pandémie, mais nous espérons que nous allons consentir plus d'efforts pour améliorer l'accès à des services de santé sexuelle et reproductive pour les personnes handicapées. Merci beaucoup pour ton courage et pour ton information. Nous allons maintenant passer à la phase de questions-réponses et je vais leur demander, dans leur réponse, d'être le plus bref et le plus concis possible et de répondre en l'espace d'1 minute, s'il vous plaît.
Alors, la première question est la première question pour le docteur Ian. Si vous pouviez parler des outils et directives que l'OMS pourrait préconiser pour protéger les DSSR. Merci beaucoup pour la question. Plus tôt dans la phase de cette pandémie, nous avons conçu une sorte de, de guide qui s'appliquait à différents services sur ce que différents pays pouvaient adopter pour maintenir l'accès à ces services. Et nous avons également ajouté des suggestions pour la phase transitoire au sortir de cette pandémie. Et ce guide est disponible et il est accessible et a été adopté par plusieurs pays et nous avons travaillé ensemble avec l'UNFPA et nous avons aussi développé une sorte de guide sur les questions de DSSR en période de pandémie pour ne pas mettre la vie en pause. Donc, il y a un document qui a été élaboré par l'UNFPA. Donc, ces directives sont effectivement disponibles. Et je pense que l'utilisation par plusieurs pays est preuve qu'elles sont efficaces. Merci beaucoup pour cette réponse concise. La prochaine question, c'est pour le docteur Bachir. C'est sur cette directive. Et la question est de savoir quels conseils pouvez-vous donner aux gouvernements qui veulent travailler sur les mêmes projets afin que leurs actes soient associés à plus de responsabilités? Merci. Le processus de conception de politique est très difficile et il doit inclure des personnes sur le terrain. Il n'est pas question de s'asseoir dans un bureau et de les concevoir et de les imaginer. Donc, il faut travailler avec les communautés, les jeunes. C'est à eux justement de fournir les directives dont vous avez besoin. Donc, il faut que le gouvernement réponde aux besoins des populations. Ceci permettra nous tous à mieux œuvrer pour aider les populations avec les organisations, la partie civile, mais surtout avec les populations qui bénéficieront justement de ces directives. Donc, nous avons beaucoup appris. Nous avons quitté les bureaux et nous avons touché du doigt les réalités du terrain et nous les écoutons. Nous écoutons leurs témoignages. Nous écoutons leurs parents. Et nous développons des directives qui sont plus proches de la réalité. Merci beaucoup pour votre réponse, Dr. Bachir. Et la prochaine question est adressée à Madame Margaret. Comment est-ce que vous gérez le problème de confidentialité lorsque vous servez des plateformes comme WhatsApp? Merci, très bonne question. En effet, nous étions limités parce que malheureusement, c'était la seule plateforme qui semblait être la meilleure des options. Alors, nous avions des messages généralisés pour des groupes, mais nous leur faisions savoir que nous pouvions avoir des conversations privées en tête-à-tête, en ligne sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, pour que nous puissions adresser des problèmes individuels si vous avez besoin des services, de conseils. C'est ainsi que nous en prenions. Et je ne dirais pas que nous avons vraiment respecté le principe de confidentialité, mais nous avons fait du meilleur que nous pouvions avec les moyens que nous avions, afin de parler des personnes qui sont sans jugement et compréhensives. Merci beaucoup. Et la prochaine question pour Dr. Dipa. Vous avez parlé de l'impact sur les groupes marginalisés et des différents défis sur les personnes vivant avec des handicaps. Alors, un participant voudrait savoir s'il y a des mesures spéciales élaborées par l'UNFPA pour soutenir ces personnes
Alors, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec le système sanitaire qui, en retour, va se charger de travailler avec ces personnes avec des handicaps, des jeunes ou ceux qui vont dans des écoles spécialisées afin de disséminer les informations utiles. Donc, nous veillons vraiment à renforcer les systèmes sanitaires de différents pays. Nous ne pouvons pas nous déplacer, mais nous élaborons des politiques, nous élaborons des mouvements de défense. Nous collaborons également avec des agences non gouvernementales qui font de ces personnes leur priorité. Merci. Merci beaucoup. Et la dernière question pour ce tour, c'est pour M. Temitayo. C'est la question de savoir si le secteur privé est essentiellement motivé par les profits et comment donc les impliquer à donner du leur pour aider les populations et le gouvernement. Alors, lorsqu'ils pensent au secteur privé et se disent que ce secteur est essentiellement motivé par les profits, il est plus question de durabilité. Pour qu'un, pour qu'un, pour qu'une affaire soit durable, il faut qu'elle soit lucrative. Donc, vous avez besoin d'être durable. Pour être durable, vous devez être armé de patience vis-à-vis vos clients. Et je pense qu'il faudrait se pencher sur la question. Et l'autre élément, c'est celle de savoir comment est-ce que le gouvernement peut incorporer les besoins du secteur privé tout en lui expliquant le rôle qu'il a joué quant à cette collaboration et comment est-ce que ce secteur privé peut mieux gérer la question de financement. Donc, pour la question d'assurance santé, par exemple, le gouvernement n'a pas les aptitudes complètes pour gérer cela. Mais il faudrait, par exemple, veiller à ce que le secteur privé rentre en contact avec des personnes qui peuvent payer ces services, par exemple, qui pourraient avoir accès à des assurances, des packages d'assurance santé, ou de développer des packs assurances à moindre coût. Et donc, c'est encore une fois question de revoir la stratégie, comme je le disais plus tôt, pour voir comment le secteur privé peut soutenir le gouvernement, dans quel secteur est-ce qu'il est le plus efficace, de manière équitable, dans le respect de ses principes et visant également à atteindre les objectifs fixés à la base. Merci beaucoup. Et je voudrais juste dire que nous sommes vraiment heureux et ravis d'avoir eu cette opportunité. Et je voulais ramener le docteur Malia Khan pour le mot de fin. Merci beaucoup à tous. J'ai la tâche de remercier tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour l'organisation de cet événement. Je remercie les panélistes Barbara, Tayo, le docteur Bachir pour tous vos efforts consentis et votre expertise ainsi partagée. Je vous remercie. Mais également le comité d'organisation qui est plein de femmes dynamiques, qui était vraiment le moteur de cet événement vis-à-vis la création, la conception et la réalisation de cet événement. Et
Je voudrais donc merci beaucoup, Boris Isaac, pour votre énergie et j'espère que ce panel vous rend fier du travail que vous avez abattu. Et l'autre tâche qui m'incombe est de faire un résumé en 1 minute de tout ce qui a été dit. Et je vais essayer d'être très brève. J'ai entendu 4 éléments. En premier, la COVID a eu un impact disproportionné sur les femmes et les jeunes filles à travers toutes les formes identitaires vis-à-vis leur santé sexuelle et reproductive. Et les différentes parties prenantes ne l'entendent pas assez, donc il faut le répéter. Mais ce n'est pas seulement la pandémie qui a eu un impact sur la femme et la jeune fille, ce sont les différentes forces extérieures qui existent en dehors de ce contexte, mais qui continuent de créer cette inégalité entre les genres. Et il faut donc rappeler ce contexte. Un autre élément que j'ai entendu, c'est le besoin, quels que soient les différents efforts consentis ou engagés, du secteur privé au public, de tenir compte des opinions des femmes et des jeunes filles, de raconter leurs histoires, leurs témoignages, de tenir compte de toutes ces expériences pour élaborer des solutions. Et l'autre élément que nous avons entendu, pas seulement des jeunes impliqués, mais des autres panélistes, que l'opinion de la jeunesse et échanger vraiment avec eux, tout en les incluant en tant qu'acteurs majeurs pour la création de solutions est indispensable, surtout lorsqu'il est question d'interrompre la situation plutôt traditionnaliste des choses. Et le dernier point, ce serait de vous remercier d'avoir écouté ce panel riche et je vous invite tous de vraiment vous servir des résultats produits par cette étude et de toutes ces personnes qui ont œuvré pour relever ces différents éléments de leur enquête et de vous en servir pour élaborer solutions politiques et autres guides qui permettraient à améliorer les droits et la santé sexuelle et reproductive des femmes, des jeunes. Et sur ce, je vous salue. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, selon le lieu où vous vous trouvez dans le monde. Merci.